Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur cette troisième édition de l'émission À l'écoute de sa réalité. Je suis Paul Pironnet avec mon compère Guillaume Andreu. Nous sommes très heureux d'être en compagnie ce soir d'un invité d'honneur, Monsieur Olivier Lockert, spécialiste de l'hypnose ericksonienne et humaniste. Je vais maintenant laisser notre ami Guillaume nous dire en quelques mots ce qu'est le sommaire de cette émission ce soir, dont le thème est Hypnose des croyances populaires au réel succès thérapeutique. Pourquoi sa version humaniste est-elle si efficace? Guillaume, nous t'écoutons. Bien, merci Paul, merci à Olivier d'être ici. Olivier donc est un homme de transformation et je le remercie d'avoir gentiment accepté notre invitation. Alors, dans la première partie, Paul nous va interroger Olivier sur son parcours, son chemin de vie. Olivier va donc se présenter, nous parler de lui et de ce qu'il a amené à devenir une des références en France en matière d'hypnose. Ensuite, en deuxième partie, et si nous ne sommes pas encore complètement hypnotisés, Paul, nous aborderons donc la question de l'histoire de l'hypnose, des croyances populaires au réel succès thérapeutique. Pourquoi l'hypnose est-elle à la fois controversée et si prisée pour son efficacité? Nous verrons également qu'il existe différents courants d'hypnose et au passage son lien étroit avec la PNL. Et nous aurons également la chance d'avoir le témoignage de Marie-Hélène Lagier, hypnothérapeute sur Lyon. Ensuite, en troisième partie, nous verrons en quoi consiste exactement l'hypnose humaniste, ses techniques, ses outils, ses bienfaits et ses limites. Olivier nous fera faire un petit exercice pour sensibiliser nos auditeurs à cette approche. Puis nous verrons enfin quelles sont les applications possibles de cette technique pour les particuliers, dans le monde de la santé et de la psychothérapie et dans le monde de l'entreprise. Avec le témoignage de Géraldine qui a été accompagnée en hypnothérapie par Marie-Hélène Lagier. Oui, merci Guillaume. Alors Olivier, on va commencer peut-être par échanger un petit peu sur qui êtes-vous et justement à cette question, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? À qui je suis? C'est une grande question. Donc a priori, je suis plutôt connu pour la partie hypnose évidemment. Donc je pratique depuis bien longtemps puisque j'ai commencé très jeune en fait par les hasards de la vie puisque j'ai pas vraiment fait exprès de commencer en psychothérapie. Je me suis retrouvé adolescent à guider, à accompagner des jeunes qui avaient mon âge ou moins, qui étaient en difficulté. Bon, après, comment est-ce que ça s'est produit? C'était plutôt vraiment les hasards de l'existence. Je voulais vraiment pas faire ça au début, mais je me suis retrouvé dans cette situation-là, quoi qu'il en soit. Ça a bien marché. Vous avez eu un autre métier avant? Il y avait quelque chose À l'époque, j'étais adolescent, j'avais 16 ans. Donc déjà, l'hypnose vous captait en tant que hypnose directement ou? Alors, en fait, si on veut rentrer dans les détails, moi, je voulais juste faire de l'argent de poche, gagner des sous en tant qu'adolescent. Et comme je fais de la musique depuis toujours, je voulais donner des cours de piano. Mais je me suis retrouvé avec ma première élève, qui était une jeune fille de 11 ans qui souffrait d'un handicap qui l'empêchait de bouger ses bras comme elle le voulait. Alors évidemment, pour apprendre le piano, c'était vraiment juste la guigne. Je me suis donc retrouvé à improviser ce que je pouvais pour lui apprendre le piano. Et comme en piano, on va bouger différemment la main droite de la main gauche. Et selon les méthodes utilisées, moi je me suis inspiré des choses qui venaient de Liszt, de Chopin, et qui avaient des exercices pour leurs élèves qui étaient très branchés dissociation. Mais je me suis retrouvé à occuper la personne à droite, lui parler à gauche, ou vice versa. Et ça, en fait, c'est ce qu'on apprend dès les premiers jours de la formation en hypnose. C'est créer une dissociation. Sauf que c'était complètement involontaire. Moi, je voulais juste qu'elle apprenne à faire du piano, c'est tout. Donc ça a bien marché. Ce n'est qu'après que vous avez en fait compris ce que vous étiez en train de faire de manière complètement intuitive. Mais j'ai commencé, j'avais 16 ans. La première fois où on m'a dit que je faisais de l'hypnose, j'en avais plus de 20. Et je recevais en consultation depuis très longtemps à ce moment-là. Oui, j'ai fait pendant longtemps quelque chose de non identifié qui s'est révélé être de l'hypnose. J'intervenais auprès des personnes non-voyantes, de l'association des paralysés de France, de l'association Valentin Huy, beaucoup dans l'aide aux personnes
ayant des problèmes dans la vie, la DAS, les choses comme ça, centre de rééducation pour les accidentés de la route. Et c'est dans un de ces centres-là. Déjà, vous étiez sollicité par tous ces organismes, en fait, pour justement votre pratique déjà de l'accompagnement. Et oui, ce qu'il y a, c'est que la première ayant un handicap, sitôt qu'elle a été mieux, donc en quelques mois, les parents en ont parlé partout. Donc, en quelques semaines, j'avais tout le restant de la région qui débarquait chez moi, tous les parents qui avaient des enfants handicapés. Et la rentrée suivante, la DAS s'y est mis et m'a envoyé des orphelins en fait qui avaient des soucis d'intégration. Alors là, je savais pas du tout quoi leur faire. Je me suis donc débrouillé quoi en fait. Et c'est parti comme ça. Et justement, dans votre parcours, porté par cette ambition de vouloir aider les autres, notamment avec ces techniques un petit peu révolutionnaires, faut reconnaître, est-ce qu'il y a eu des rencontres, des personnes qui vous ont marqué ou des expériences qui ont propulsé votre envie d'aller plus loin dans justement l'univers de l'hypnose? Il y a des patients évidemment qui m'ont appris beaucoup de choses. Parce que, ne serait-ce que par leur exemple, parce qu'eux, ils souffraient d'handicap vraiment très lourd, très important. Et puis du coup, moi, pour les aider, et puis en m'inspirant de leur courage dans la vie, qui est parfois très naïf, hein, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Mais oui, ça m'a beaucoup appris, d'autant que j'étais très jeune quand même. Après la première rencontre thérapeutique que j'ai faite, c'est-à-dire que le premier thérapeute que j'ai vu en action, c'était Carol Erickson. C'était la fille aînée de Milton Erickson. C'est la première que j'ai vue pratiquer. Et là, quand vous l'avez vue pratiquer, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Je croisais les doigts, mais vous pourrez pas imaginer à quel point, parce que j'avais aucune idée si ce que je faisais c'était bon ou pas. Il n'y avait pas de livre en français sur Erickson à l'époque. Ils étaient en anglais, ils étaient hors de prix. On les faisait venir. Ça coûtait beaucoup d'argent, donc on avait quelques livres en anglais. Bon, sauf à être anglophone, on comprend pas vraiment aussi bien qu'en français. Donc, je faisais ce que je pouvais, mais j'avais jamais eu d'exemple. On n'avait pas de prof. On apprenait comme ça, quoi. Hein. Résultat, alors, justement. Voilà. Par la suite, quelles sont les valeurs que ça vous a amené à développer? À quoi vous avez senti qu'il était important d'être vigilant? Qu'est-ce qui a animé au fond de vous cette envie de vous développer dans ce métier? Alors, de toute façon, j'étais parti pour et j'ai pas fait exprès. Donc, j'ai pas eu à choisir mon métier. C'était parti comme ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme une mission qui s'est imposée à vous? Alors, je sais pas si c'est vraiment une mission, parce que ça serait un bien grand mot, mais c'est arrivé et ça s'est enchaîné. Par exemple, à 23 ou 24 ans, j'ai eu un prix régional pour récompenser ce que je faisais avec les personnes handicapées. C'était très gentil de leur part, j'ai rien demandé. Mais du coup, l'année d'après, c'était passé à un niveau national, donc c'était un prix national, on était 8. Et résultat, à l'époque, c'était Jacques Chirac, le président de la République. Donc en 94, il est passé président. Il a été visiter ces nouvelles provinces, comme font souvent les présidents. Et donc moi, j'avais 24 ans. Je me suis retrouvé appelé par l'Élysée pour aller dîner avec Jacques Chirac. Ça fait juste quand même un petit choc. Donc, en effet. Au départ, d'ailleurs, on croyait avec ma compagne Patricia, on pensait que c'était une blague téléphonique, quoi. Donc ils ont dépêché Monsieur le Préfet et ses motards qui m'apportaient lui-même l'invitation pour me convaincre parce que je pensais que c'était une blague et c'était vrai. Ça fait quand même un petit choc. Oui, c'est incroyable. Alors, évidemment, et ensuite, par la suite, alors est-ce qu'il y a eu d'autres événements comme ça qui ont été importants pour vous et qui ont fait votre univers professionnel aujourd'hui? N'étant pas médecin, je n'avais pas accès à certaines organisations. Bizarrement, suite à cet événement, j'ai été demandé de partout, donc c'était très sympathique comme intérêt nouveau. Et donc j'ai pu me professionnaliser un petit peu plus dans le monde de l'hypnose ericksonienne, qui n'était pas mon monde d'origine, puisque moi je suis plutôt humaniste de base. Je vous raconterai peut-être pourquoi ou comment tout à l'heure. Et puis la différence de technique entre les deux. Mais c'est vrai que ça a été à l'origine, en 95, du coup, l'année suivante, de l'Institut français d'hypnose ericksonienne, qui a le destin qu'on lui connaît, puisque maintenant
une des plus grosses écoles sans doute d'Europe en hypnose. Oui, effectivement, Vous avez énormément de monde, on en reparlera un petit peu plus loin, qui viennent évidemment chez vous pour se former aujourd'hui. Alors sinon, pour boucler, si je puis dire, avec cette première partie vous concernant, s'il y avait des éléments comme ça qui vous auriez envie de mettre en avant et qui font un petit peu votre originalité en tant que personne, comme ça, qu'est-ce que vous auriez envie de nous partager de vous? Ah, c'est difficile à dire. Ça serait plus à d'autres que moi de raconter des choses comme ça. Je sais qu'une chose qui est forcément marquante et que j'ai déjà décrite dans mes livres, dans un de mes livres, où je raconte un petit peu ma vie comme ça, les miracles quotidiens, c'est des histoires de cas d'hypnose, mais c'est très autobiographique. Quelque chose qui a forcément décidé de ma vocation, entre guillemets, c'est que quand j'avais 11 ans, mon père a fait une NDE, un arrêt cardiaque qu'il a laissé pour mort. Donc il est parti sur un brancard, on nous a annoncé qu'il était décédé, sauf que une heure après, pour préciser pour les auditeurs, une NDE, c'est l'abréviation américaine d'une expérience de mort imminente. Et voilà. Ma mère est donc revenue à la maison nous annonçant qu'en fait non, il était pas mort. Enfin, il était sur le coup, mais il est revenu entre guillemets. Et alors, bon, c'était il y a quand même quelques années, hein, mine de rien. Ce qui fait qu'on connaissait pas ces histoires on savait pas ce que c'était une NDE, on savait pas les histoires de couloirs, de lumière, etc. Telles que décrivent ces gens-là. Et oui. Alors maintenant, c'est plus répandu, mais là, c'était vraiment de la science-fiction. Il osait pas en parler. Et pour information, juste en quelques secondes, Radio Univers Gaïa aborde ce thème-là avec Jean-Jacques Charbonnier, donc qui est un chirurgien et qui a beaucoup d'expérience en la matière. Mais ça, c'était juste une petite parenthèse. Ah oui, qui a écrit un livre d'ailleurs récemment sur le domaine, sur le sujet. Et donc, en fait, ça a donné une vision à nous qui étions enfants, mon frère et moi. Quand le papa raconte un truc comme ça, on y croit évidemment, hein. Donc ça a donné une vision de la vie ou de l'existence qui était plus large que le monde matériel, palpable, ce qu'on pouvait toucher. Alors ajouter à ça les bouquins d'hypnose qui traînaient à la maison, et puis évidemment les expériences qu'on peut faire gamin, voilà. Ce qui fait que quand je me suis retrouvé à aider quelqu'un, ça avait une dimension plus que matérielle ou psychologique même. C'était comme faisant partie de mon histoire de vie, donc j'imagine que ça a forcément produit son effet quand l'hypnose humaniste est arrivée à la suite. Tout à fait. Alors écoutez, merci déjà de cette première information pour vous découvrir, Olivier. On va bientôt annoncer une petite pause musicale avec une chanson de Sweet Coffee, titre My Moon, mais juste avant, Guillaume, je te propose de nous présenter la suite, cette deuxième partie avec Olivier. Alors donc après cette courte respiration musicale, nous aborderons donc la question de l'histoire de l'hypnose, donc des croyances populaires au réel succès thérapeutique. Pourquoi l'hypnose est-elle à la fois controversée et si prisée pour son efficacité? Nous verrons également qu'il existe différents courants d'hypnose, donc en effet l'éricksonienne déjà, l'hypnohumaniste, et au passage, nous parlerons de son lien étroit avec la PNL, notre domaine, on va dire, et nous aurons le témoignage de Marie-Hélène Lagier, hypnothérapeute sur Lyon, aux alentours de 21h35 environ. Super, merci Guillaume. Alors on va écouter tout de suite une chanson de Sweet Coffee dont le titre est My Moon. À tout de suite dans quelques minutes.
avec nous ce soir. On va donc reprendre cette deuxième partie d'émission avec maintenant cette partie 2 avec Olivier Leclerc. Guillaume, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons aborder maintenant la question de l'histoire de l'hypnose. Pourquoi fait-elle autant parler d'elle? Quelles sont les croyances populaires à son sujet? Quelle différence y a-t-il entre les différents types d'hypnose? Et nous aurons tout à l'heure le témoignage de Marie-Hélène Lagier, donc hypnothérapeute sur Lyon. Alors Olivier, Oui. Est-ce que vous pouvez donc nous parler un petit peu plus de l'hypnose et nous en dire plus sur son origine, sur les différents courants, en sachant que moi j'ai entendu parler de Mesmer, qui était peut-être un petit peu à l'origine de cette technique. On a aussi entendu parler que Freud avait touché à cette technique, Jung, Carl Gustav Jung également. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'hypnose et son histoire? Pourquoi pas, oui, effectivement. Donc déjà rapidement, on peut dire que le travail avec l'esprit, l'inconscient, donc les états modifiés de conscience, comme on dit, ça existe depuis qu'il existe des êtres humains, depuis que on a le rapport avec nos confrères, nos consoeurs humains. Donc on a des traces depuis les Sumériens, donc ça fait 6000 ans d'accompagnement par la parole. On en a des traces en Égypte, il y a 4000 ans. On en a des écrits vraiment presque dans notre langage, c'est en grec, mais c'est quasiment notre langage avec les philosophes présocratiques, donc le Pythagore, Thalès et compagnie. Évidemment Platon, Socrate à la suite, donc qui étaient les premiers d'ailleurs à parler de la conscience. Donc on a de l'hypnose, en fait, sans le mot hypnose, on a le travail sur l'esprit depuis que les humains existent, quoi. Le mot hypnose, lui, ouais. Voilà, donc l'hypnose, en gros, ce que vous nous dites, c'est que c'est finalement un état modifié de conscience. C'est ça, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Le terme est connu, même si on comprend pas vraiment la teneur exacte du terme. Mais état modifié de conscience, ça serait vraiment comme si on était ailleurs, dans un nuage, etc. L'hypnose habituelle. Finalement, Olivier, pour nos auditeurs, si par exemple je suis en train de rêver tout d'un coup et donc de décrocher de mon espace un petit peu immédiat, est-ce qu'on peut déjà dire que je suis dans un état d'hypnose? C'en est un. Modifié de conscience? C'en est un. Mais finalement, si on imagine l'hypnose comme un état modifié de conscience, ça veut dire que tout ce qui n'est pas notre conscience habituelle, c'est de l'hypnose aussi. Ça veut dire en davantage comme en moins. Si je suis en train de rêver, si je suis dans les nuages ou ailleurs, c'est moins de conscience. Mais on connaît évidemment des états de plus de conscience, quand tout est plus vif, plus pétillant, et c'est pas notre état normal non plus. Et c'est quand même un état modifié. Sensoriel. Oui, c'est un état modifié, mais augmenté. Et voilà. Donc le plus commun, celui qu'on appelle hypnose, d'où la racine, l'étymologie hypnose, sommeil, le plus commun, c'est celui qui enlève de la conscience. C'est le mot hypnose qui a été inventé en 1840 et quelques par un chirurgien écossais qui s'appelait James Braid. Donc ce mot-là est devenu à la mode pour désigner le travail par la parole sur des patients, des gens qui en ont besoin. Et c'est très relié à enlever de la conscience aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, retirer leur capacité de tirer les fils de leur propre marionnette, les donner au thérapeute, qui va lui faire sa petite cuisine, remettre les fils emmêlés en bon ordre, et remettre la personne ensuite à son état ordinaire de conscience mieux qu'elle était avant. Mais on peut faire autrement maintenant. On en parlera tout à l'heure, ça. Alors justement, parce que c'est une question qui arrive très fréquemment, hypnose, manipulation, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces questions, vous, à ces propos en tout cas? Oh ben, il faut bien qu'il y ait de la manipulation. Ça serait comme de vouloir aller voir un kinésithérapeute ou un ostéopathe et pas vouloir qu'il nous touche. Alors, on peut payer la consultation, mais s'il nous manipule pas, on a payé pour rien. Il va forcément falloir qu'il nous fasse quelque chose. Donc le médecin, il va vous manipuler la chimie de votre corps en vous donnant des médicaments qui vont bouger cette chimie-là. Évidemment, on peut pas le faire à la main. Autant qu'en psychothérapie, on va la manipuler entre guillemets avec des mots, comme l'ostéo ou le kiné va manipuler avec ses mains. Mais de toute façon, le thérapeute, le soignant, il vaut bien qu'il vous soigne. Donc il y aura toujours une forme de manipulation. Alors est-ce qu'on peut parler d'influence
d'influencer les gens avec intégrité, d'influence positive ou manipulation positive peut-être. C'est ça, c'est la différence entre la manipulation telle qu'on comprend le mot de manière péjorative, l'influence négative entre guillemets, voilà, celle qui vous pousse à acheter des choses que vous n'avez pas envie d'acheter ou bref, ce qu'on retrouve en pub, en politique et compagnie. Et oui. Au fond, si je suis un papa ou une maman qui, avec sa cuillère dans la main, dit tiens, c'est pour une cuillère pour maman, pour papa, pour grand-père ou grand-mère, parce que finalement, je suis pas en train de focaliser l'attention de mon petit bout de chou sur une chose et du coup de lui glisser ce qui pour moi serait important qu'il prenne, c'est-à-dire sa cuillère de soupe ou d'autre chose. Oui, ben si on prend la manipulation dans le sens le plus large, alors c'est de la communication. C'est si je raconte mes vacances et que j'ai envie que ça vous intéresse, je vais faire en sorte d'être le plus possible attractif, avec plein de détails, etc. Et si vous captez mon histoire de là à la partager, alors j'aurais réussi mon coup, mais je viens de vous mettre une humeur, un état d'esprit, mes vacances en l'occurrence, dans la tête. Ben, le thérapeute, il va faire pareil, mais pour soigner une allergie, une phobie, vous aider à arrêter de fumer, etc. C'est ce qu'on appelle de la suggestion. Et ça serait ça la suggestion. Suggérer un état de conscience, suggérer une émotion, suggérer une pensée. Et oui, il y a 2300 ans, du temps de Socrate, il y avait un grec qui s'appelait Antiphon d'Athènes, donc à Athènes, qui avait gravé sur sa porte, alors Antiphon d'Athènes, l'homme qui guérit avec les mots. Donc on savait qu'on pouvait venir le voir lui, parce qu'il faisait que nous parler. Donc eux, ils appelaient ça les Grecs le terpnos logos, le ton de voix terne. Ils parlaient d'une manière ennuyeuse, soporifique, blablabla. Et on savait déjà que les gens qui s'endormaient à moitié en écoutant cette logorée verbale étaient plus réactifs aux mots en question. Et il y avait même des temples, les temples d'Esculape. Esculape, c'est le symbole des médecins maintenant, quand même. Donc c'est pas rien. Les temples d'Esculape, c'était des temples du sommeil où on ne pratiquait que ça. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que cette technique apparemment millénaire, je dirais, qui a été utilisée dans les temps antiques, a eu pendant un temps, je dirais presque mauvaise presse, suscite la crainte des gens, la peur de perdre peut-être le contrôle, d'être endormi. Qu'est-ce qui amène les gens à avoir ces croyances populaires par rapport à l'hypnose? Ah bah c'est pas une croyance, il va bien falloir quand même, si on veut que l'hypnothérapeute nous soigne, on participe dans le sens où on accepte de se laisser faire. A priori, c'est pour réveiller des ressources en nous, pour aller mieux, changer sa vie, etc. C'est sûr que le bonhomme, s'il se laisse pas faire, on va pas pouvoir l'aider. On peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose contre son gré. On pourrait pas l'obliger à faire une bêtise, mais on peut pas non plus l'obliger à aller mieux. On peut pas forcer les gens en hypnose. D'accord, donc, parce que pendant la séance d'hypnose, la personne reste avec une partie d'elle quand même qui est en conscience. Elle sait ce qui se passe, elle quelque part, elle décide de suivre les suggestions ou de ne pas suivre les suggestions. Tout à fait. C'est c'est exactement comme un rêve, et c'est ce qui nous a mis, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour en arriver à l'hypnose humaniste. Même Milton Erickson, donc, qui était un hypnothérapeute américain très connu, qui a donc donné naissance à la PNL, on en parlera tout à l'heure. Même Milton Erickson avait repéré ça, et il disait la personne qui est en hypnose, en état modifié de conscience, elle n'est pas consciente comme d'habitude. Elle est consciente d'être inconsciente. Donc en fait, il nous décrit le même phénomène que lorsqu'on rêve et qu'on sait qu'on rêve. Pourtant, si on dort, on ne devrait pas s'en rendre compte. Et si on était conscient de rêver, on ne devrait pas rêver vu qu'on ne serait pas en train de dormir. Donc il y a une impossibilité. Alors justement, comme on parle du rêve, c'est vrai que le rêve, c'est un monde d'images, un monde de métaphores. Est-ce que l'hypnose donc est une technique qui permet à un moment donné de peut-être faire baisser un petit peu la barrière du mental, cette conscience qui cherche à avoir le contrôle sur son environnement, pour pouvoir accéder à peut-être une autre partie de nous, plus dans l'imaginaire, plus dans la métaphore, plus dans la créativité? Alors c'est un petit peu comme de faire varier notre bande passante, comme une radio qui élargirait sa longueur d'onde. Donc la compréhension ancienne, c'était de chasser le conscient.
de chasser l'esprit conscient, le mental, de lui faire débarrasser la place pour avoir accès à l'inconscient. Alors c'est très bien, sauf que la manière de faire nous oblige à nous faire confiance à l'hypnotiseur, l'hypnothérapeute, et on lui remet les clés de la maison. Bon, si c'est un bon professionnel, il n'y a pas de souci. C'est comme quand l'ostéopathe va nous soigner les cervicales. On sait qu'il pourrait nous tuer, on lui fait confiance, hein. Donc il va nous secouer la tête violemment, mais on croise les doigts pour qu'il connaisse son métier. Alors ça se comprend que les gens apprécient pas trop la manœuvre, pas plus chez l'ostéopathe que chez l'hypnothérapeute. Alors, faut pas mélanger. Donc, en effet, hypnothérapeute, hypnotiseur, je dirais, de spectacle, même si peut-être que les modalités de fonctionnement sont les mêmes, ou en tout cas se ressemblent. Mais en tout cas, le but n'est pas le même. Est-ce qu'on peut aborder un peu la question justement de de l'inconscience, de cette différence entre les différents types d'hypnose? Je sais qu'à une époque, Freud a été sensibilisé en travaillant avec Charcot, et donc Charcot lui-même travaillait avec une autre personne dont vous connaissez le nom, en France, et puis ensuite il a décidé un peu de s'éloigner de cette approche de l'hypnose, puis il a créé son propre courant, la psychanalyse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors c'est sûr que les différences en fait d'hypnose. Juste pour le point à Freud, et puis après ça va nous amener aux différences sur l'hypnose. Freud, il s'est formé avec Pierre Janet, donc à la Salpêtrière, qui était le bras droit de Charcot, le fameux Charcot. Et donc Pierre Janet, c'est le papa de la psychologie clinique, pour ceux qui le connaissent pas en France, hein. Donc c'est une sommité, c'est une référence, c'est lui qui a créé la psychologie. Donc il a formé Freud, il a formé Jung en hypnose. Les deux ont commencé leur carrière en pratiquant l'hypnose. Freud, il était passionné d'hypnose, il a traduit tous les livres de Charcot, de Bernheim en allemand. Mais si vous lisiez un de ses articles, un article qui date de 1891 par exemple, qui est l'année où la psychothérapie s'est créée, l'article en question, si on vous cache l'auteur, vous jureriez qu'il a été écrit cette année. Il est extrêmement actuel. Donc c'est pas étonnant que Freud ait quitté l'ancienne hypnose, parce qu'il était largement trop en avance. Et ça lui plairait de faire de la PNL, j'en suis sûr. Il décrit le fait d'établir le rapport, des choses qu'on apprend en PNL. Donc c'est juste incroyable. Donc évidemment, ça n'existait pas du tout, pas sous cette forme-là en hypnose classique. Donc il a dû se lasser et puis il est passé à autre chose. Mais toute sa vie, il a envoyé des gens faire de l'hypnose. On a des recommandations de patients, de Freud lui-même, manuscrites, des lettres manuscrites de Freud qui envoie ses patients à ses collègues hypnothérapeutes. Donc, il a pris une autre voie, mais il l'a pas rejeté complètement. Ça, c'est l'hypnose classique. L'hypnose classique, c'est très simple, c'est très direct. Mais du coup, c'est pas très subtil et ça marche pas avec tout le monde. Et c'est là qu'est apparu Erickson. Donc, dans le début du XXe siècle, Milton Erickson, qui était un Américain, un psychiatre et psychologue américain, et qui avait une approche qui était, on va dire, plus rusée de l'hypnose, plus subtile dans le sens de la manipulation d'influence. Alors autant l'hypnose classique, c'est du direct, donc si on vous dit dormez et que vous n'avez pas envie, vous vous en allez. Mais en ericksonienne, en hypnose ericksonienne, le thérapeute va faire en sorte que quoi que vous pensiez, vous arriviez en état d'hypnose. C'est beaucoup plus manipulateur, entre guillemets. C'est de la suggestion, mais plus indirecte. Oui, on appelle ça la suggestion indirecte. La suggestion indirecte, ça existe depuis James Braid, 1840. C'est pas Erickson qui l'a inventé. D'accord. Mais Erickson était très rusé. On dit de son approche qu'elle est heartfully vague. Et heartfully, c'est malicieusement rusé en anglais. Voilà, il est vague et il sait très bien où il va, mais pas vous. Il vous amène là où il veut. Faut dire que le mental des gens est relativement rusé aussi pour leur faire faire parfois ce qu'ils n'ont pas envie de faire dans leur vie, avoir les comportements qui leur posent problème. Donc c'est vrai qu'il faut être rusé pour arriver à chanter la ruse du mental et puis à aider les gens à se retrouver, à se réaligner et à développer le meilleur d'eux-mêmes en quelque sorte. Et oui, c'est ce qui a permis à l'hypnose de devenir une thérapie mondialement utilisée. Voilà. Alors, juste un tout petit mot très rapide sur l'hypnose humaniste.
en sachant que donc du coup Milton Erickson a développé un courant qui s'appelle l'hypnose ericksonienne. De l'autre côté, il y a l'hypnose humaniste. Quelques mots avant que nous accueillions le témoignage de Marie-Hélène Lager, qui est en ligne et qui est en attente. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'hypnose humaniste? Alors, une fois qu'on a compris comment fonctionne l'hypnose classique et donc l'hypnose ericksonienne, la nouvelle façon de faire de l'hypnose, plus subtile, plus technique, mais en fait, l'hypnose humaniste, ça n'a rien à voir du tout, ni avec l'une, ni avec l'autre. Grosso modo, pour comprendre, quand vous êtes en état d'hypnose, c'est comme si on vous avait déconnecté, comme si vous étiez en train de dormir. Vous pouvez vous rendre compte que vous dormez, mais en gros, votre corps, il est parti d'un côté, votre esprit est ailleurs, comme on dit. Donc, c'est au thérapeute de tirer les ficelles et de faire ce qu'il faut. Il va vous demander de participer dans le sens où vous laissez faire les choses, ou que vous répondez à ces demandes, mais vous n'avez pas vraiment une participation active. Donc à la fin, effectivement, il faut absolument que le thérapeute vous rebranche les fils, donc on appelle ça se réassocier. Il faut qu'il vous remette en état ordinaire de conscience. Donc il y a une procédure de réveil, on appelle ça. Et donc l'idée géniale, si je peux me permettre, c'est un jour de s'être dit sur sur une plaisanterie d'ailleurs d'Alain Quirol, que Paul connaît bien. En fait, en hypnose, le plus dur, c'est pas de déshypnotiser les gens de la transe, de les sortir de transe, c'est de les déshypnotiser de la transe dans laquelle ils sont depuis 20 ans. Et là, je me suis dit, ça serait marrant de leur faire le réveil, mais tout de suite, à partir de leur état normal. Qu'est-ce que ça ferait si je les réveillais maintenant? Alors, je leur fais l'hypnose qui réveille, mais tout de suite, sans qu'ils soient en transe. Ça serait comme vouloir éclairer le soleil. Je vais pas pouvoir réveiller quelqu'un qui est déjà réveillé, a priori. Donc, essayons. Donc, je fais ma procédure de réveil à une personne qui est déjà éveillée. Et là, aux surprises, je vois apparaître tous les signes de transe. Comme si elle était repartie en transe, mais par le dessus plutôt que par le dessous. Les mêmes signes de transe, tous ceux qu'on connaît, les mêmes phénomènes hypnotiques, tout ce qu'on connaît aussi. On peut produire les mêmes choses qu'en état d'hypnose dissociante, on appelle ça, celle qui part dans l'inconscient, mais on est parti dans plus de conscience. Et ça, c'était une grande découverte, ça. Je sais pas si l'image est juste, mais plutôt que d'aller visiter ce qu'il y a dans le sous-sol, dans la cave, et ce qu'il y a dans les profondeurs de notre inconscient, on a plutôt tendance à aller voir ce qu'il y a au-dessus, peut-être même se connecter à quelque chose qui est un petit peu plus vaste que nous, à ce que peut-être que Jung appelait l'inconscient collectif. C'est ça. Alors, ça dépasse l'inconscient collectif, mais l'image est exacte. On utilise d'ailleurs en psychologie la métaphore de la maison pour désigner donc à la cave l'inconscient et au grenier l'espèce de préconscience, quelque chose qui serait au-delà de notre esprit conscient habituel. Alors pour peu qu'on ait mis un vasistas et qu'on grimpe sur le toit, ça y est, on découvre un ensemble de maisons inattendues, un grand monde autour. Oui. Quelque part, ce que Jacques Fradin appelle le préfrontal, donc notre partie peut-être au niveau neurologique. C'est ça. Ok. Alors, ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va profiter de la présence de Marie-Hélène Laugier, qui est en ligne avec nous, qui est hypnothérapeute sur Lyon, que vous connaissez, et qui s'est, je crois, formée en grande partie avec vous, et qui est en ligne, et qui va pouvoir nous apporter son expérience, son témoignage en tant qu'hypnothérapeute sur Lyon. Marie-Hélène, vous nous entendez? Oui, bonsoir Paul, bonsoir Guillaume et bonsoir Olivier. Bonsoir Marie-Hélène. Alors Marie-Hélène, est-ce que vous pouvez, vous présenter en quelques mots? Me présenter, j'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, très bien. Je m'appelle Marie-Hélène Lagier, je suis hypnothérapeute sur Lyon. Et effectivement, j'ai fait diverses formations dans le domaine de la psychologie, de la thérapie, de l'accompagnement. Et la plus grosse partie de mon enseignement, je l'ai reçue d'Olivier Locker et de Patricia D'Angeli, donc au sein de l'Institut français d'hypnose ericksonienne. D'accord. Alors, donc a priori, la technique que vous utilisez, votre technique de prédilection, je dirais, donc c'est l'hypnose. Est-ce que vous utilisez les deux types d'hypnose, ericksonienne, humaniste, ou est-ce qu'il y en a une que vous préférez utiliser que l'autre? En fait, je pratique, effectivement, j'utilise l'hypnose la plupart du temps lors des consultations.
C'est surtout en fonction de la personne, en fonction de ce qu'elle demande, de ses besoins et de ses objectifs, avec effectivement une sensibilité et une préférence pour l'hypnose humaniste que Olivier vient de décrire. Mais cela dépend surtout du patient. D'accord. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, une différence de résultat? Est-ce que les gens paraissent mieux accrochés aussi sur l'hypnose humaniste? Est-ce que vous notez une différence en fait au niveau des gens que vous accompagnez? En fait, l'hypnose ericksonienne va être plus utilisée en thérapie, et Olivier en parlera certainement plus tout à l'heure, mais l'idée c'est de réparer un peu ce qui est cassé à l'intérieur de la personne. La personne, elle va rester plus passive, elle va se laisser faire et va répondre aux suggestions hypnotiques du thérapeute qui est destiné à soigner son inconscient. D'accord. C'est des techniques qui sont faciles et qui sont mécaniques. Ça ne demande pas de comprendre le problème ou la psychologie de la personne. Alors qu'en hypnose humaniste, on va plus l'utiliser en psychothérapie. Donc, on va également soigner la personne. On va l'aider à comprendre son histoire de vie, ses blessures, les causes de son mal-être, l'incidence que ça a sur sa vie actuelle et sur sa vie future lorsqu'elle sera soignée de sa problématique. Donc le thérapeute va plus guider la personne sans suggestion. On va la réveiller, comme disait Olivier tout à l'heure, elle va prendre conscience de son inconscient, de ce qu'elle souhaite changer en elle, ce qui est important pour elle. Et toute la différence, ça va être le sens qu'on va donner à son histoire, à la personne. Le sens, dans ce cas-là, devient thérapeutique. Et donc l'hypnose humaniste permet d'unir le pourquoi, les causes, avec le comment se sortir, comment trouver une solution. Donc effectivement, les personnes, souvent, ça leur permettent de guérir, de grandir et d'évoluer. Donc c'est plus une sensibilité pour cette pratique. Ok, très bien. Donc on pourrait dire que ça permet la jonction entre la psychothérapie et des techniques qui sont plus proches du coaching, c'est-à-dire qui permettent d'accompagner les gens à partir d'un état présent et d'aller vers la recherche de solutions. Voilà, on peut dire ça comme ça. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Marie-Hélène. Alors on va, parce qu'il faut avancer, annoncer une deuxième pause musicale. Mais avant, Guillaume, je te propose de parler de la suite. Alors déjà, merci Marie-Hélène pour votre témoignage. Donc ensuite, nous verrons en quoi consiste exactement l'hypnose humaniste. Donc ses techniques, ses outils, ses bienfaits et ses limites. Olivier nous fera faire un petit exercice pour sensibiliser nos auditeurs à cette approche. Donc restez bien à l'écoute. En tout cas, si vous êtes encore réveillés, en état de veille, je dirais, patientez un petit moment. Il va y avoir une petite expérience intéressante après cette pause musicale. Alors oui, nous écoutons donc pour cette pause musicale une chanson de Sting, le titre Désert Rose, et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite. Vous allez voir, passionnante. Oui, alors merci à vous tous d'être à l'écoute de cette émission. Aujourd'hui, notre invité d'honneur, Olivier Locher. On va reprendre pour cette troisième grande partie, après avoir écouté Sting avec ce titre magnifique, Désert Rose. Guillaume, est-ce que tu veux nous redire très succinctement ce qui nous attend maintenant? Oui, bien sûr. Donc maintenant, nous allons donc découvrir en quoi consiste exactement l'hypnose humaniste. Donc ses techniques, ses outils, ses bienfaits et ses limites. On va peut-être revenir sur des choses qui ont déjà été dites un petit peu avant. Olivier nous fera faire un petit exercice pour sensibiliser nos auditeurs à cette approche. Donc si vous êtes prêts chez vous à vivre une petite expérience d'état augmenté de conscience, pour le coup, écoutez, restez à l'écoute et ça va être le moment. Voilà. Donc je commence déjà par vous dire de vous installer confortablement dans votre fauteuil ou là où vous êtes en tout cas actuellement. Alors, Olivier, est-ce que vous pouvez nous en dire donc un petit peu plus sur les spécificités donc de l'hypnose humaniste? On a vu un petit peu quelques caractéristiques avant. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin sur ce sujet? Et oui, bien sûr. Donc, vous comprendrez d'autant mieux, je pense, la différence de l'hypnose humaniste si vous savez comment est-ce qu'on fait de l'hypnose à l'ancienne, entre guillemets. Donc, a priori, comme on a tous un esprit conscient et un esprit inconscient, donc une partie de nous
qui est automatique à l'intérieur de nous, c'est assez facile d'augmenter cette faille, cette cassure qui est déjà présente chez tout le monde, qui est naturelle, pour rendre l'inconscient prépondérant, décrocher finalement le contrôle conscient de la personne et la rendre que inconsciente. Je schématise grandement, mais c'est ce qu'on arrive à faire avec l'induction d'hypnose habituelle. Alors pourquoi rendre les gens, pourquoi les amener à ouvrir leur inconscient? Est-ce qu'il y a plus de choses, plus de ressources? Pourquoi est-ce que le conscient est limité? Comment est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et oui, alors tout ce qu'on fait est déterminé par l'inconscient. Absolument tout. C'est-à-dire que vous pouvez pas cligner des yeux, parler, froncer les sourcils, tenir en équilibre, bouger une main, rien. Et tout est commandé par l'inconscient. Tout ce que vous faites, le cœur qui bat, la température du corps, tout ce que vous pouvez penser, ressentir, etc., tout vient de l'inconscient. Si vous avez envie de vous surprendre et vous claquer des doigts, c'est une demi-seconde avant, c'était déjà prévu dans votre inconscient. Donc là, on sait que l'inconscient commande toute la machine. Notre esprit conscient, il n'arrive que trop tard, tout le temps. Donc déjà, ça fait un choc d'apprendre ça. On se dit, bon, là, il y a un problème avec le libre arbitre. Mais heureusement, entre guillemets, évidemment, la neurologie nous a montré qu'on avait quand même un contrôle sur notre biologie, notre corps. Par exemple, si je vois une plaquette de chocolat et je me dis, je me mangerais bien un petit morceau de chocolat. Mais on sait qu'une demi-seconde avant, l'inconscient a lancé l'ordre, mange le chocolat. Et la plupart du temps, les gourmands vont craquer et vont manger le chocolat. Mais il y a des personnes qui vont pas manger le chocolat. Et donc, quand on observe le cerveau, on n'a aucun mouvement de l'inconscient qui justifie, alors l'inconscient c'est notre cerveau, c'est la même chose, on n'a aucun mouvement de l'inconscient, donc du cerveau, qui justifie que ce qu'on appelle un potentiel activateur, les neurologues ils vont dire il avorte, clac, il se coupe. On aurait dû manger le chocolat à tous les coups, mais certains potentiels sont avortés. Il y a quelque chose qui commande même à l'inconscient et qui l'a interrompu. Ça peut pas être notre petit esprit conscient puisqu'on sait qu'il arrive une demi-seconde après. Donc c'est pas beaucoup une demi-seconde, mais c'est quand même trop tard. Donc qu'est-ce que c'est qui a interrompu l'inconscient? Il se trouve que c'est nous. Et quand on nous pose la question, on dit j'ai interrompu l'inconscient, j'ai décidé. Et là on sait en observant le cerveau que ce je, que le nous dont on parle n'est pas l'esprit conscient. Et que cette conscience-là, il y aurait un espace entre cet inconscient qui serait lui en mode vraiment automatique, et puis cette partie plus consciente, c'est ça, qui du coup offre justement cet espace dans lequel vous engagez, si je puis dire, vous invitez la personne à s'engager, c'est ça? Alors c'est vrai que c'était difficile à percevoir comme présence, puisque autant que l'inconscient, c'est toujours là. La conscience, avec un C majuscule si on veut faire la différence avec notre petit esprit conscient, la conscience, donc cette espèce de chose qui donne l'ordre même à l'inconscient et qui est notre vrai nous finalement, puisque quand on décide de claquer des doigts, l'inconscient a donné l'ordre une demi-seconde avant, mais une demi-seconde avant ça, donc une pleine seconde avant, on voit le potentiel activateur qui commence sa courbe sur les instruments de mesure médicaux, et ça c'est pas l'inconscient. Il y a quelque chose de non identifié qui vient de lancer notre cerveau, qui a lancé la commande. Alors. Et donc, c'est ça qui est conscient quand on rêve. C'est ça qui fait que les neurologues disent la conscience a un droit de veto sur l'inconscient. Donc, on laisse faire la machine en automatique, mais si ça nous arrange pas, on peut l'interrompre. Donc, ce que les hypnothérapeutes habituels font, c'est qu'ils débranchent cette capacité de contrôle des personnes en dépotentialisant le conscient. On appelle ça, on fait de la confusion, on va les secouer un peu dans tous les sens et on augmente la cassure naturelle entre le conscient et l'inconscient. La personne étant out, l'hypnothérapeute prend le contrôle, elle reste consciente de ce qui se passe, mais comme on est conscient de rêver, c'est sa grande conscience qui est consciente de ce qui se passe, mais son contrôle est débranché. Ce qu'on fait en hypnose humaniste, c'est donc exactement l'inverse. Au lieu d'augmenter la cassure entre le conscient et l'inconscient, on l'a réduit. On aimerait bien l'annuler même carrément si on pouvait.
on fait ce qu'on peut pour l'annuler. Mais du moins, on la réduit le plus possible. Donc, on redonne le contrôle. Alors, pas du conscient, pas de l'esprit conscient, puisqu'il arrive toujours trop tard, celui-là, hein, mais on augmente le contrôle de la grande conscience, de la conscience majuscule, celle qui a même donné l'ordre à l'inconscient, et qu'on voit sur les graphiques, c'est pas de la science-fiction, hein. On augmente le contrôle de cette conscience. Oui, là, c'est moi. Pour tout vous dire, je vous ai un petit peu perdu. Oui. Alors, je voudrais savoir par un exemple concret. Reprenons la métaphore du chocolat. Je suis dans ma cuisine, il est 11 heures, et habituellement, quand je passe devant cette plaque de chocolat, j'aime bien me prendre, justement, un peu par réflexe, comme ça, un bout de chocolat. Oui. Si là, vous m'accompagnez, est-ce que vous pouvez m'expliquer de manière précise qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que vous m'offrez de particulier, justement, pour sortir de cet automatisme? Alors, deux manières de faire en hypnose. Alors, on appelle ça qui dissocie quand on augmente la cassure. En hypnose qui dissocie, en hypnose dissociante, je vais débrancher votre esprit conscient, avoir accès directement à l'inconscient et lui expliquer gentiment, mon cher ami l'inconscient, ça serait bien que tu arrêtes de faire manger du chocolat à la personne en question. Je me doute bien que vous mangez pas trop de chocolat. Ou alors que c'est volontaire. Donc ça, c'est l'hypnose d'habitude. Bon. Maintenant, puisqu'on sait, on le voit sur les graphiques médicaux de comment fonctionne le cerveau, on sait qu'il y a une conscience qui a donné l'ordre même à l'inconscient. Donc on sait que la personne pourrait très bien le faire elle-même. Plutôt que la débrancher davantage et moi instruire son inconscient, je vais inverser l'induction humaniste, c'est l'induction hypnotique, je vais l'inverser pour au contraire donner le contrôle conscient à la personne qui elle-même va pouvoir instruire son inconscient. Et moi, je n'aurais fait que la guider dans l'état qui va lui permettre de se soigner toute seule. D'accord. Alors est-ce que là, avec votre explication, vous n'êtes pas déjà un petit peu en train de nous hypnotiser finalement? Pendant qu'on est conscient, inconscient et que notre conscience... Alors ça peut faire un double effet parce que d'abord effectivement si ça vous confusionne ça peut perturber comme ferait l'hypnose d'habitude, mais de toute façon c'est vrai que l'hypnose humaniste est très pédagogique. C'est-à-dire que quand vous prenez un coup de barre en fer sur la tête et que vous tombez évanoui, vous dites autant j'ai perdu conscience que j'ai perdu connaissance. Oui. Donc en fait la connaissance ou la conscience c'est pareil. Un neurologue vous expliquerait, les neurologues même français travaillent là-dessus, il y en a à Paris qui font des bouquins sur la conscience. Donc un neurologue vous expliquerait que la conscience c'est de l'information, c'est de la connaissance. Donc le fait que je vous dise vous avez cette partie-là de vous qui peut contrôler, ça vous rend capable de le faire maintenant alors que il y a 10 minutes vous auriez pas pu, juste parce que vous ignoriez sa présence. D'accord. Donc je me rends compte en fait qu'à chaque fois que je prends ce chocolat, je peux être conscient, ne serait-ce que du geste que j'ai et du choix peut-être de... Et en fait, on va s'adresser directement au grand patron, en fait. C'est un petit peu ça l'idée, nous. C'est ça. Si je dois résumer, c'est-à-dire que il y a la conscience qui donne, de toute façon, qui dicte un petit peu tout et qui donne à l'inconscient, à l'inconscient, ce qu'on pourrait dire, c'est un mode automatique, c'est-à-dire qui dit, voilà, à chaque fois qu'on va passer devant le placard, tu vas t'arrêter pour manger du chocolat. Ça, c'est l'inconscient. Et donc la personne, voilà, ça c'est l'inconscient qui va s'occuper de ça. Et donc la personne, quand elle passe devant le placard, elle regarde le placard, pouf, elle a une envie comme ça, parce qu'une demi-seconde avant, son inconscient a envoyé l'information, hop, elle y va et elle applique son mode automatique. Là, l'idée, ce serait d'aller voir directement, comme je disais tout à l'heure, le grand patron au-dessus, qui peut-être a donné le programme à l'inconscient, et de lui dire, est-ce que finalement c'est vraiment utile de donner de rendre ce mode, cette chose-là automatique? Est-ce qu'on peut pas carrément s'en débarrasser et trouver autre chose à faire? Est-ce que ça pourrait être un petit peu ça? J'essaye de simplifier, mais est-ce que ça pourrait être un petit peu ça? Alors, pour l'instant, d'un point de vue scientifique, on a observé que la conscience en train de stopper l'inconscient. C'est pour ça que les neurologues disent la conscience a un droit de veto. Maintenant, on sait que la conscience, alors là il faut aller voir du côté de la physique, on sait que l'information, la conscience qui est à la base de tout ce qui existe, puisque les physiciens nous expliquent ça depuis une centaine d'années, que tout est fait d'informations. Donc cette information-là, cette conscience-là, elle est fondatrice, elle génère tout,
Elle fait autant la table, la chaise, la planète, les petits oiseaux, vous et moi. Donc cette information-là, elle est partout. Les anciens Grecs, les philosophes présocratiques, donc du temps de Pythagore et tout ça, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressaient aux maths? Parce que c'était des philosophes, hein. Mais parce qu'ils avaient déjà compris que la conscience, c'était des chiffres. Ils disaient l'esprit humain, ce sont des chiffres qui se meuvent par eux-mêmes. Ils sont vivants. Est-ce qu'on pourrait faire un petit parallèle avec un film que peut-être beaucoup connaissent, Matrix? Et oui, cette histoire un petit peu de matrice comme ça qui est alors c'est une parabole, enfin c'est une métaphore informatique hein, dans le film Matrix, mais est-ce que ce que vous nous dites ça se rapproche un petit peu de ça? Ça pourrait se rapprocher de ça. Il faudrait juste rajouter, parce que dans le film la matrice semble mécanique, c'est un programme informatique, alors que d'après nos anciens Grecs, donc ça fait quand même il y a 2600 Pythagore, c'est 2670 ans, un truc comme ça. Donc d'après les anciens Grecs, ce sont des idées qui se meuvent par elles-mêmes, des chiffres même, des nombres, ils appelaient ça des nombres. Donc c'est vivant. Ça n'est pas une matrice informatique, genre une machine. Bien sûr. C'est vraiment vivant. Ça serait plus comme un dans Matrix, ils utilisent une métaphore quelque part informatique pour faire passer un message de quelque chose qui est peut-être. Ok. Alors, est-ce qu'on peut parler est-ce que vous pouvez nous faire un petit pour, je dirais qu'on soit directement dans la pratique. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit exercice comme ça à nos auditeurs? Alors, oui. Moi j'ai une demande, Guillaume, si tu me permets. J'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui ont parfois comme ça on parlait tout à l'heure de la plaque de chocolat, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais comme ça des petites habitudes comme ça. Est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose qui permettrait à chacun de nos auditeurs de profiter d'un petit accompagnement comme ça d'une minute ou deux pour goûter un peu plus à votre talent? Alors ça peut être, ça ne peut être en hypnose humaniste que limité dans le sens où justement en hypnose humaniste c'est la personne qui bosse. Donc moi si je vous parle, je vais pas vous avoir devant moi qui me racontez tout ce qui se passe dans votre esprit. Alors autant en hypnose habituelle, on a un langage qui est extrêmement vague et donc ça passe très bien à la radio, etc. En hypnose humaniste, on n'est pas censé pouvoir faire ça parce que justement c'est pas moi qui fais le travail, c'est vous. Est-ce qu'il n'y a pas une induction quand même qui permet Tout à fait. Mais je peux vous expliquer grosso modo comment ça fonctionne. Alors, imaginez que votre inconscient ait cette compulsion-là. Alors, la chose qui vous fait souci dans votre vie, si vous rentrez en état d'hypnose comme d'habitude, ça serait comme de plonger en vous-même pour aller chercher cette chose-là. Or, on sait très bien maintenant que tout ce qui existe a une sorte de moule, comme un moule à gâteau, et que s'il existe des plantes, c'est qu'il y a le moule des plantes quelque part. Cette information-là, cette espèce de bain de la vie, il y a cette information qui existe et qui dit, voilà, telle plante existe. Les biologistes et tout ça nous expliquent qu'il existe des moules, entre guillemets, des champs morphogénétiques, on appelle ça, pour les poissons rouges, les érables, chaque être qui existe. C'est Rupert Sheldrake, le scientifique qui a parlé des champs morphogénétiques. C'est ça. Résultat, si vous fermez les yeux et qu'au lieu de plonger à l'intérieur de vous, vous vous imaginez, alors je vais faire très rapidement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais imaginez que vous soyez un soleil. Donc vous dépassez les limites de votre corps physique, si on peut dire ça comme ça. Vous vous ouvrez comme une fleur de lotus ou une rose. Vous vous ouvrez. Les anciens hypnotiseurs du temps de Bernheim, Charcot, ils appelaient ça l'extériorisation de la sensibilité, parce qu'ils savaient déjà faire ça aussi. Donc vous vous ouvrez, vous vous ouvrez, vous vous ouvrez. Moi, je n'ai pas utilisé un ton de voix spécial ou des suggestions, parce que je ne suis pas censé vous aider à faire ça. Ça serait court-circuiter votre libre arbitre. Je le ferai en hypnose, on va dire à l'ancienne, mais en hypnose humaniste, c'est à vous de faire ce travail d'ouverture de conscience. On ne peut pas forcer la conscience à aller plus vite que ce qu'elle peut. Donc je vous laisse vous ouvrir, vous vous ouvrez, vous vous ouvrez. C'est juste une sensation. Si vous imaginez que vous vous ouvrez, ça va le faire moins bien que si vous vous ouvrez vraiment. Il faut avoir la sensation physique de faire quelque chose, comme si vous étiez en train de toucher quelque chose du bout des doigts, sauf que c'est avec votre esprit. Vous vous ouvrez, vous vous ouvrez, vous vous ouvrez, vous vous ouvrez tellement que la lumière, c'est une façon de parler qui est à l'intérieur de vous, va se libérer et va partir tout autour de vous. C'est grandement déjà ce qui se passe, je pense.
un petit peu comme si on était dans une piscine, que quelqu'un bouge, ça fait bouger toute l'eau, et du coup, ça vous fait bouger aussi. Quand vous bougez, ça fait bouger toute l'eau, et les autres autour bougent. Mais il se trouve qu'il existe autour de vous, dans l'eau de la piscine, les choses qui provoquent vos sentiments, vos émotions. Il n'y aurait pas de chocolat sans le champ morphogénétique, sans le moule du chocolat. Donc il n'y aurait pas la tentation de manger le chocolat s'il n'y avait pas ce champ-là qui existe aussi. Alors ça va être très symbolique, mais vous laissez venir à votre esprit la chose qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à ce qui vous ennuie. Dans notre exemple, c'était le chocolat, mais les auditeurs peuvent prendre ce qu'ils veulent. Vous laissez venir ce symbole-là. Si vous étiez plongé en vous, si on vous avait mis en état d'hypnose qui rentre à l'intérieur de vous, vous auriez retrouvé le même symbole. Admettons que vous ayez comme une sorte de triangle noir pointu qui vous fait mal dans le ventre. Quand vous vous ouvrez, vous allez retrouver un autre triangle pointu, etc. Mais c'est le moule, c'est le truc qui provoque le triangle dans vous. On pourrait le soigner par l'intérieur, mais ça prendrait du temps, parce que on essaierait d'arrondir un triangle contre son moule qui est au-dessus. Là, vous êtes en ouverture, vous êtes allé chercher le triangle qui est au-dessus. Comme si c'était la chose qui provoque tout ça en vous. Et puis tout simplement, vous allez agir en toute conscience, ça n'est pas à moi de le faire, il n'y a pas de suggestion, c'est vraiment vous qui faites ce que vous voulez. Et en thérapie, c'est là que la personne me parle et m'explique ce qu'elle fait. Et je peux éventuellement partager avec elle de mon expérience de thérapeute pour l'aider, mais ça sera quand même elle qui va faire le travail. Vous faites ce que vous voulez avec le symbole. Vous allez peut-être le rendre plus doux, plus chaleureux. Peut-être que ça sera quelque chose de vraiment trop agressif dont vous souhaiterez vous débarrasser. Peut-être le transformer plus tôt pour le reprendre en vous. Peut-être que ça sera mieux juste de le changer de côté, de la droite ou de la gauche. Vous allez faire ce que vous voulez. Et c'est là la limite de l'accompagnement à distance, c'est que je peux pas savoir ce que vous faites. Donc je vous laisse faire ce que vous voulez. La différence aussi avec l'hypnose qui dissocie, c'est que si on avait fait une induction qui vous plonge à l'intérieur, faudrait pas que je vous laisse dans cet état-là. Bien sûr. À la limite, c'est le soir, vous allez vous coucher, et puis demain matin, vous vous réveillez. Quand vous avez rajouté de la conscience, une induction en hypnose humaniste, ça prend une vingtaine de minutes, c'est plus long que en hypnose normale. Donc quand on rajoute de la conscience, et qu'on fait ce travail, personne n'a envie de régresser dans sa petite conscience d'avant. Donc il n'y a pas de retour, il n'y a pas de sortie de transe en hypnose humaniste. Parce qu'en fait, on y est très bien dans cet état-là. Donc quand vous avez fini votre travail, prenez une bonne respiration, vous bougez, vous rouvrez les yeux, et puis voilà, c'est tout. D'accord. Donc là, on va reprendre une respiration justement. On va reprendre une respiration musicale. En sachant que là, donc vous avez dans le discours que vous nous avez donné utilisé automatiquement donc des suggestions et que les personnes se sont donc imaginé ce que vous disiez et que au travers du fait de s'imaginer ce que vous disiez, quelque part, ils avaient une partie d'eux qui était en état de conscience augmenté ou élargi et donc il y avait une forme d'hypnose qui était présente. Surprendre à avoir des différences à leur insu. Ça reste potentiellement possible. Maintenant, comme je vous le disais, une induction d'hypnose humaniste, ça dure une bonne vingtaine de minutes parce que c'est long. C'est un échantillon. Et oui, alors, c'est grosso modo comment ça se produit. Mais si on voulait le faire en vrai, ça serait plus long. Excusez-moi, Olivier. On va quand même faire une petite pause musicale pour se poser un petit peu l'esprit avec Vanessa Paradis, un titre qui s'appelle Il y a, mais avant, Guillaume, tu vas nous dire ce qui est dans cette dernière partie d'émission avec Olivier. Alors nous verrons donc ensuite quelles sont les applications possibles donc de l'hypnose humaniste pour les particuliers qui nous écoutent, pour dans le monde de la santé, puisque beaucoup de médecins utilisent également des techniques d'hypnose, dans la psychothérapie et également dans le monde de l'entreprise. Super, alors on y va pour cette petite pause musicale avec Vanessa Paradis, le titre Il y a, à tout de suite. Alors Guillaume, tu vas nous dire quel est le contenu de cette dernière partie avec Olivier.
Très bien. Alors nous allons maintenant donc voir quelles sont les applications possibles de cette technique pour les particuliers, dans le monde de la santé, de la psychothérapie et le monde de l'entreprise. Et nous aurons un petit témoignage donc d'une personne, Géraldine, qui est une patiente de Marie-Hélène Lagier et donc qui va appeler d'ici quelques instants, je pense, pour témoigner d'ici une dizaine de minutes. Voilà. Donc Olivier, est-ce que vous pouvez donc nous dire quelles sont les applications donc de l'hypnose? Qu'est-ce qu'on peut traiter avec cette technique ou éventuellement ne pas traiter? Voilà. Alors il y a énormément d'applications, comme Richard Bandler, le fondateur de la PNL, le co-créateur de la PNL le disait, il vaudrait mieux se demander qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec l'hypnose ou comment faire pour utiliser l'hypnose pour mon souci en question. Donc les indications de l'hypnose dissociante sont déjà très très nombreuses. Maintenant, ça reste mécanique. C'est arrêter de fumer, perdre du poids, etc., etc. Comme l'a très bien expliqué tout à l'heure Marie-Hélène Lagier, si on rajoute ce qu'on peut faire en hypnose humaniste, littéralement, on double les indications. C'est-à-dire que on peut faire 2 fois plus de choses. Si on listait sur une grande feuille tout ce qu'on peut faire en hypnose, on aurait 2 feuilles. Ça serait 2 fois plus. Parce qu'on va rajouter la psychothérapie, donc traiter les choses qui échappent au domaine mécanique et qui sont de l'ordre du mal-être, des choses répétitives, transgénérationnelles, pourquoi pas, des soucis de couple, l'éducation de vie qu'on a pu avoir, etc. On va aider la personne à se reconstruire, comme ferait un psychologue ou un psychothérapeute, sauf que ça va pas prendre 8 ou 10 ans, ça va prendre quelques séances comme on ferait en hypnose ericksonienne ou en PNL. Voilà, sauf qu'en hypnose ericksonienne et en PNL, on peut pas faire ça. Ça va rester des indications plus mécaniques. La seule contre-indication à l'hypnose normale, à l'hypnose qui dissocie, habituelle, ce sont les troubles psychotiques. Parce que par définition, ce sont des troubles dissociatifs, donc la personne se coupe en deux, son esprit se fend en deux, se casse en deux. C'est littéralement la schizophrénie. Schizo, c'est double, phrénos, c'est l'esprit, un double esprit, ça s'est coupé en deux, quoi. Et précisément, l'hypnose fonctionne par dissociation. On va couper en deux l'esprit de la personne. Donc faire une induction qui coupe en deux à quelqu'un qui est sensible au fait de se couper en deux, c'est juste totalement contre-indiqué. Il faut absolument pas faire ça. Enfin, on peut le faire une fois si on veut voir ce que ça fait, mais on va finir à l'hôpital avec la personne parce qu'elle va décompenser, ça s'appelle. Elle va nous faire une crise émotionnelle. C'est dangereux. Faut vraiment pas faire ça du tout. Donc le praticien, l'hypnothérapeute doit avoir une bonne formation en psychopathologie pour repérer ce genre de soucis quand la personne va bien, pour ne pas lui faire d'hypnose, pour ne pas provoquer ce genre de choses. D'accord. En hypnose humaniste, ça craint rien vu que justement, il n'y a pas de dissociation. Au contraire, vu qu'on réunifie. Donc on peut se laisser piéger en tant que thérapeute débutant à recevoir 5 ou 6 fois une personne potentiellement psychotique sans s'en rendre compte, justement parce qu'elle ne décompense jamais. Alors ça protège, mais ça l'aide pas plus. Ces personnes-là, elles n'ont pas besoin de faire de l'hypnose. Elles ont besoin de faire du jardinage, du sport, de se remettre dans les choses matérielles et concrètes, physiques. Il faut pas s'envoyer en l'air en hypnose quand on souffre de soucis comme ça. D'accord. Alors, pour revenir aux choses qu'il est possible de traiter, donc on a vu que on pouvait traiter des choses type, par exemple, arrêter de fumer, perdre du poids, peut-être aussi des choses qui sont liées à des problématiques de deuil, à des blessures. Également des blessures peut-être d'enfance ou des blessures qui sont peut-être liées à des problèmes d'abandon, des problèmes de rejet. Quel type de problématiques vous pouvez éventuellement comme ça nous donner qui permettent aux gens de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent traiter avec cette technique? Ça sera difficile pour la personne de choisir. C'est vraiment, comme nous l'expliquait Marie-Hélène Lagier, c'est vraiment le thérapeute qui va choisir. Alors, je vous donne un exemple. La personne arrive, souhaite arrêter de fumer. Et je lui fais une technique comme on pourrait en faire en PNL ou en hypnose ericksonienne. Et ça marche très bien. Formidable. J'ai reprogrammé, entre guillemets, j'ai aidé son inconscient à trouver d'autres solutions plutôt que fumer. Et cette personne-là, dans sa vie, change
stoppe ses habitudes liées au tabac, fait autre chose de son existence et youpla boum, tout le monde est content, elle a arrêté de fumer. Mais si ça marche pas, si ça se trouve, c'est parce que quelque chose en elle de plus profond est blessé et la pousse à fumer, non pas parce que l'inconscient a un mauvais programme, mais parce qu'il est très bien fait pour vivre mal ou malheureux. Et là, le thérapeute, il est coincé. Il peut pas réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Une sorte de programme de sabotage. Et oui, la personne s'est très bien construite. Il y a rien de cassé. Il y a rien n'est pris en défaut. On n'a rien à réparer. Tout est parfait pour vivre malheureux. C'est juste ça. Il faudrait de la psychothérapie. Il faudrait soigner comment l'inconscient est fait. On va pas soigner l'inconscient qui aurait une épine dans lui, et puis on enlève l'épine. Non, il n'a pas d'épine. Il va très bien. Il est juste mal construit. D'accord. Et là, on est coincé. On n'a aucune technique en hypnose pour soigner ça. On touche au conditionnement, on touche à notre système de croyance, à notre système de valeurs. On touche à la personnalité, à ce qui a fait. Voilà, on touche à ce qui a fait que la personne a construit tel ou tel type de personnalité. La personne souffre d'être elle, en fait. D'accord. Alors là, il y en a un paquet phénoménal de soucis qui viennent de ça. Et oui. Maintenant, en psychothérapie, on a les 3/4 des cas viennent de soucis comme ça. Alors on peut aider, hein. On va faire de l'hypnose comme on en faisait autrefois pour aider l'inconscient à changer, mais la personne n'ayant pas bougé elle-même, ça va Bien tenir sûr. comme ça peut. Donc c'est un vrai travail de psychothérapie et on peut on peut traiter aussi des problématiques du type anxiété, angoisse, stress, des choses de ce type-là, le trac. La personne qui vient me voir, elle veut arrêter de fumer, pareil que la première. Mais celle-ci, je repère dans sa manière d'être, alors ça prend information, dans ses expressions symboliques, des symboles, ce qu'on appelle le féminin blessé. Elle a quelque chose qui est en lien avec son éducateur, son éducatrice même, féminin, ce qui a fabriqué son côté yin, si on voulait le dire comme ça. Voilà, son anima, son âme féminine est blessée. Donc plutôt que de lui faire une technique pour les compulsions, je vais aller soigner cette partie de son inconscient. Je me rends compte qu'en fait le bonhomme est très relié à sa maman, que la maman était effectivement fumeuse et qu'il a incrusté ça dans ses gènes. Il est fumeur. Point. Je pourrais pas le faire autrement. Comme je vais l'aider à soigner son inconscient, à le faire évoluer ou à faire changer son inconscient, la personne devient un peu plus elle-même. Donc ce qu'elle aurait été, Winnicott il appelait ça le vrai self. C'est notre vrai nous, notre soi idéal. C'est l'identité, c'est la véritable identité de la personne. Et voilà. Je dirais par versus le côté personnalité qui est plus peut-être un masque social. C'est ça, c'est la différence entre le soi et la persona pour les Jungiens. Et donc la personne va enlever un peu du masque qu'on lui a imposé et devenir un peu mieux elle-même. Et il se trouve que ce elle-même fume pas. Et le voilà qu'il a arrêté de fumer alors que je lui ai fait une technique qui n'a rien à voir avec l'arrêt du tabac. Donc primo, il a arrêté de fumer, mais deuxio, il va encore mieux dans sa vie. Et c'est comme ça qu'on fabrique le changement en hypnose humaniste. On va traiter la personne fondamentalement. Alors on peut aussi faire de la thérapie normale, hein. C'est possible, qui peut le plus, peut le moins. Mais on peut aussi traiter carrément les bases de la personne. D'accord. Alors ça, c'est très intéressant puisqu'on va aller, plutôt que de faire de l'élagage, d'aller débroussailler un peu les branches qui partent un peu de travers ou des choses comme ça, on va carrément pouvoir aller déraciner certains comportements qui sont liés à tout un passé, à tout un système de croyances qui s'est mis en place, tout un conditionnement. Alors ça, c'est une façon. Et oui, c'est ça. Parce que c'est en phase avec ses véritables choix, en reprenant conscience évidemment de ce qui lui semble important dans sa vie et puis ensuite de construire autour de ça. Et oui, la meilleure métaphore, si on voulait reprendre l'histoire de l'arbuste, c'est que la personne est un arbuste à épines, elle se blesse elle-même, elle vient voir un jardinier pour lui dire soignez-moi, soit faites que je pousse mieux, mais le jardinier il constate que la plante est en parfaite santé, sauf que c'est un arbuste à épines. Il n'y peut rien que ce soit un arbuste à épines. En hypnose humaniste, on va faire en sorte de modifier la génétique de la petite graine pour que l'arbuste soit carrément d'une espèce différente.
Ça ne sera plus un arbuste à épines. En sachant que la personne reste, la personne reste elle-même, hein. Elle perd pas son identité, elle devient pas une autre personne. Tout à fait, elle est au contraire. Mais elle change ce qu'elle montre au monde et sa personne, sa personnalité. Et voilà. D'accord. Alors, juste avant de prendre l'intérêt, parce qu'on a donc notre témoin Géraldine qui attend patiemment en ligne. Est-ce que cette technique d'hypnose humaniste peut être appliquée dans l'entreprise? Est-ce qu'elle peut avoir des utilisations dans l'entreprise? Et oui, autant en hypnose dissociante, on est obligé de faire de l'hypnose conversationnelle. Et là, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont fait déjà de l'hypnose thérapeutique. Et donc, parfois, on se fait griller, entre guillemets, parce que les gens nous disent « Ah, c'est marrant votre façon de parler. Ça me rappelle mon hypnothérapeute quand il m'a aidé à arrêter de fumer. » Oups. Et là, on est découvert. D'accord. Donc, hein, les raisins du succès. Autant en hypnose humaniste, c'est vraiment passe-partout, puisque on n'a aucunement l'intention de manipuler la personne contre son gré. On augmente son état de conscience. On fait exactement la même chose que dans une réunion de brainstorming, quand tout le monde se met ensemble et qu'on a des idées qui nous viennent qu'on n'aurait pas eu tout seul. Sauf que la personne est toute seule. Donc, c'est l'avantage et l'utilisation en coaching, c'est que la personne n'a pas à faire confiance au thérapeute, vu que c'est elle qui va travailler. Elle n'a pas à lâcher prise, vu qu'au contraire, elle gagne prise. Elle perdra pas conscience, elle sait ce qui se passe, elle fera que ce qu'elle veut. Elle racontera que ce qu'elle veut de sa vie. Donc elle aura peut-être par contre plus accès à sa créativité, plus accès à ses ressources, je dirais peut-être à ses capacités, à ses compétences. Mais parce qu'on va avoir les mêmes avantages qu'en hypnose, donc il y a une technique qui va vraiment loin dans l'inconscient, dans les tréfonds de l'inconscient. Donc on a le beurre et l'argent du beurre. On a les avantages de l'hypnose sans les inconvénients qui étaient obligé de faire confiance, de lâcher prise, de se laisser faire, si ça se trouve de raconter sa vie sans savoir ce qu'on a raconté, et toutes les choses que craignent les personnes. Okay. Là, ça restera discret, le travail est symbolique, même si elle nous sortait quelque chose d'extrêmement personnel, il y a quelqu'un qui comprendrait. Donc on pourrait très bien faire ça en coaching, et ça se fait déjà beaucoup, hein. C'est passé dans des revues spécialisées comme Le Nouvel Économiste, donc qui est pas une revue où on s'attendrait à trouver de l'hypnose. Et de quelle hypnose il parlait? Il parlait de l'hypnose humaniste, forcément. D'accord, alors très bien. Là, c'est tellement passionnant qu'on est un petit peu en train de dépasser le timing. Hein. Bon, c'est pas très grave en soi. On va donc, je vais laisser Paul accueillir notre témoignage. Donc bonsoir Géraldine, vous êtes en ligne avec nous depuis déjà un petit moment. Merci encore pour votre patience. Alors vous avez, je crois, déjà expérimenté un petit peu l'hypnose en tant que personne accompagnée. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus? Oui, en fait, j'ai consulté Madame Nagy il y a un peu plus d'1 an maintenant, sur les conseils d'une amie, car j'ai vécu un drame. C'est-à-dire que j'étais en période j'avais demandé le divorce et mon mari s'est suicidé. Voilà. D'accord. Donc j'ai mis beaucoup de temps. J'imagine que c'est un choc extrêmement important. Oui, très important. C'est dur après de se reconstruire. C'est dur d'avancer. Alors on fait semblant d'aller bien et puis un jour, on craque. Et il faut demander de l'aide, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de demander de l'aide. Et il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous. Et pour moi, ça a été Madame Nagy. Que je remercie encore. Ça a été de la magie, pourquoi alors? Pardon? Ce que vous dites, c'est que vous avez rencontré Marie-Hélène? Oui. C'est ça? J'étais tout à fait contre... j'y croyais pas du tout, en fait, au départ. Je croyais pas du tout en hypnose. D'accord. Et c'est une amie qui m'a conseillé de la rencontrer. Donc, j'y suis allée vraiment en marche arrière. Et puis, j'ai pas regretté. À l'instant où elle m'a ouvert sa porte, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et puis, la conversation, je crois qu'elle a duré bien 1 heure. D'accord. C'est vrai que quand je suis sortie, il y avait toute cette colère en moi qui sortait, j'étais apaisée. J'étais enfin apaisée. Enfin, un peu de devant. Quand on a préparé un petit peu cet appel, vous disiez que vous avez donc, grâce à cette technique de l'hypnose humaniste, traité donc problème de la culpabilité. Et puis également, donc, cette technique vous a aidé à faire le deuil pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir de nouveau faire de nouveaux projets, de nouveau reprendre goût à la vie.
Voilà. Vous occupez de vos enfants puisque vous avez des enfants. Oui. Combien de séances de travail vous avez faites et sur quelle période? Alors, on a fait une séance par mois et on en a fait 4. 4 séances. Bien sûr, je sais que je retournerai à la fin certainement parce qu'il faut approfondir certaines choses pour moi-même, pour la confiance en moi. Moi, je l'ai déjà bien reprise, mais il y a des petites choses encore pour moi à peaufiner. D'accord. Et je la remercierai jamais assez. D'accord. Et vous m'aviez dit que vous étiez allé voir un psychiatre aussi avant. Oui. Vous aviez testé d'autres. En fait, mon médecin m'a envoyé chez un psychiatre avant le suicide de mon mari, parce qu'il a fait 4 tentatives avant. Et donc, il m'a aidé à me préparer à l'éventualité. Le jour où ça arriverait, mais il n'y croyait pas trop. Il pensait tous que c'était des menaces, mais qu'il ne les mettrait pas à exécution. Et en fait, une fois que le suicide s'est malheureusement produit, en fait, ça s'appelle d'aide vraiment après. C'est-à-dire que c'était fait. Et il m'a dit sur le chemin pour avancer. Donc vous êtes tourné vers Marie-Hélène et grâce à ces 4 séances, ces 4 mois de travail, vous avez quand même réussi à reprendre une vie à peu près normale, sachant que vous avez encore des petites choses que vous souhaiteriez travailler, que vous souhaiteriez développer en vous. Ah. Je vous entends plus du tout. Je disais que vous m'entendez plus du tout. D'accord. Alors c'est étonnant. Est-ce que Olivier, vous nous entendez ou pas? Oui, je vous entends. D'accord. Alors c'est peut-être un souci de téléphone, alors peut-être. Oui. Bon, écoutez, en tout cas, Géraldine, on vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Et puis on vous souhaite une bonne continuation et de continuer à avancer dans votre vie et pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez. Donc nous allons. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres appels, s'il y a des personnes s'il y a des questions d'auditeurs. Je pense que si c'était le cas, Maxime nous aurait fait un signe pour ça. En tout cas, Géraldine, donc je vous remercie et puis nous allons donc passer à la dernière partie de l'émission. D'accord. Bonne soirée et puis. Merci Géraldine. Si vous avez des problèmes, ne pas hésiter à l'appeler, à demander de l'aide. D'accord. Vous nous dites que s'il y a des personnes qui ont des problèmes, qu'elles n'hésitent pas à demander de l'aide. C'est bien ça? Voilà, à demander de l'aide. Il y a toujours une personne qui est là pour nous. Voilà. D'accord, très bien. Eh ben merci. Merci Géraldine, votre message va être entendu. Alors effectivement, Guillaume, on va passer à la dernière partie avec notre invité, Olivier. Et pour aborder cette dernière partie, tu veux nous dire un petit peu quels sont les points sur lesquels on va conclure? On va donc... Olivier, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter par rapport peut-être au témoignage qui a eu lieu? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous souhaiteriez nous dire qui vous sont venues à l'esprit? Non, c'était très émouvant, hein. C'est vrai. Il y a des moments qui sont terribles dans l'existence et c'est vraiment effectivement très humaniste de dire ça. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider, mais il faut avoir le courage de se tourner vers les autres. Oui. On n'est pas forcément éduqué à ça. On a notre petite fierté, voilà. Mais Teilhard de Chardin disait qu'il n'y a qu'un seul mal, c'est la désunion. Comme si c'était le fait de s'isoler, l'individualité. Bon, ça a du bon évidemment, mais ça crée aussi beaucoup de nos soucis. Il suffit de regarder l'actualité avec les vagues de suicides et tout ça dans les entreprises justement. Bref. Donc, c'est vrai que les blessures de la vie font qu'on a tendance à se recroqueviller souvent sur soi-même et à devenir un petit peu méfiant, en sachant que quand on va voir quelqu'un comme ça pour se faire accompagner, la personne nous apporte pas ses propres solutions et est pas là pour nous conseiller. Elle est là pour vraiment nous permettre de développer nos propres ressources, pour nous donner accès à nos propres solutions. Donc c'est je dirais comme un copilote qui nous permet de prendre en main notre guérison quelque part. Bien sûr. C'est toujours important que les personnes entendent ça et qu'elles hésitent surtout pas à se renseigner sur les différentes techniques qui existent. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez, justement en parlant des techniques qui existent, déjà il y a des informations que
que les personnes peuvent avoir, je pense, sur ce que vous faites. Donc je vais laisser Paul vous poser quelques petites questions à ce sujet. Oui, alors parce qu'on va bientôt s'approcher de notre conclusion d'émission, donc quelques éléments à mon avis importants pour nos auditeurs. D'abord, Olivier, je crois que vous avez écrit un certain nombre de livres et que vous venez d'en terminer un. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu de quoi il s'agit ? Ah oui, alors là, les livres, j'en ai écrit beaucoup et je suis en train d'en terminer plusieurs en même temps. Mais bon, le plus intéressant en ce qui concerne l'hypnose humaniste, ça va être le prochain livre sur l'hypnose humaniste, justement, qui va sortir aux éditions Très Daniel. Très Daniel, ça sera qu'à la rentrée prochaine, hein, il est en cours de travail chez l'éditeur. Il est terminé, mais bon, il ne sortira qu'à la rentrée prochaine. Je pense que ce sera un livre accessible vraiment au plus grand nombre et qui permettra à tout le monde de découvrir les techniques. Maintenant, si vous cherchez un thérapeute, ça serait plus facile pour vous si vraiment vous avez besoin d'aide. Allez voir sur le site de l'hypnose humaniste. Il y a un annuaire de thérapeutes qui sont certifiés. Les gens ont fait un grand cursus. Il a été vérifié, validé par la pratique, par des écrits. Ils sont suivis, ils sont supervisés. Donc, ce sont des thérapeutes auxquels vous pouvez faire confiance. Donc, le site. Pour justement les trouver, ces thérapeutes, ces intervenants. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où aller exactement? Voilà, si vous tapez hypnose humaniste sur un moteur de recherche comme Google, vous allez tomber sur le site. C'est hypnose-humaniste.com. Mais si vous recherchez hypnose humaniste, vous tomberez directement dessus. Et là, il y a un annuaire. Il y en a des dizaines et des dizaines dans toutes les régions, y compris un peu partout dans le monde. Donc, il y a beaucoup de thérapeutes et il y en a de plus en plus qui se forment. Donc, il y a moyen de trouver de l'aide. Alors moi, par exemple, je fais de la formation et je fais de l'accompagnement au coaching avec des outils de PNL et autres outils, cohérence cardiaque. Si demain je veux me former à l'hypnose humaniste, aux outils de l'hypnose humaniste, bien, vous allez voir sur le même site. D'accord. Et au lieu d'aller cliquer sur annuaire, vous cliquez sur formation. Et puis, il y a des formations toute l'année. Il y a une université d'ailleurs d'été. 1 an sur 2, c'est soit l'hypnose ericksonienne, soit l'hypnose humaniste. Et cet été, c'est l'hypnose humaniste. Ah ça tombe bien. Bon, par contre, il faut peut-être se dépêcher parce que c'est très vite rempli. Mais bon, je pense que ça doit être encore bon si vous avez envie de vous former. Ça se déroule en 30 jours. Hein. Il y a 15 jours d'initiation générale à toutes les formes d'hypnose, classiques, comme sur YouTube, avec les inductions instantanées, l'hypnose ericksonienne, bien sûr, la nouvelle hypnose, ce qu'on appelle la nouvelle hypnose qui inclut la PNL, et donc l'hypnose humaniste. Et ensuite, les 15 jours suivants, vous vous spécialisez soit en ericksonienne, soit en humaniste. Et cet été, c'est l'humaniste. Ceux qui veulent faire l'ericksonienne, ils pourront continuer un petit peu après. Donc ça se passe cet été. Mais vous pouvez écouter de l'hypnose aussi sur le site. Ça, je sais pas, il faudra peut-être le mettre sur le site internet de la radio. Ou sur YouTube avec le podcast. Ouais. Oui. Et voilà, c'est le site, sur le site MP3. Voilà, c'est ça. MP3 hypnose gratuit. C'est pareil, si vous tapez MP3 hypnose gratuit sur un moteur de recherche comme Google, vous devriez tomber sur le site tout de suite. mp3-hypnose-gratuit.com. Il y a plein d'inductions. Il y a des inductions de toutes les formes d'hypnose. Elles sont gratuites. Vous pouvez les télécharger librement. Il y a des centaines de milliers de téléchargements. Je crois qu'on doit dépasser en ce moment les 750 000 téléchargements. Disons que ça peut être phénoménal. Grosse demande. Ah oui, c'est énorme. Donc ça a beaucoup de succès. Bon, ce sont des inductions que Patricia, ma compagne, Patricia D'Angeli et moi-même avons créées. J'ai même fait la musique. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça aide beaucoup de gens et si ça peut vous aider, ça nous fera grand plaisir. Écoutez Olivier, merci beaucoup. Alors moi j'ai en plus eu le grand plaisir de vous retrouver parce qu'on s'était croisés il y a quelques années dans le cadre de la PNA, je me souviens. Et oui, on se connaît depuis longtemps. Effectivement, quand on voit votre progression toutes ces années, c'est phénoménal. Donc grande félicitations. Merci. Et puis Guillaume, on s'approche de la fin de notre émission. Alors peut-être un dernier petit conseil qu'on pourrait proposer à notre auditeur préféré, donc Olivier ce soir. S'ils avaient une petite chose comme ça à communiquer à nos auditeurs, quel serait le message ?
un message humaniste. Ça serait le même que la personne qui a témoigné. Ça serait de plus souvent se tourner vers son prochain et puis d'oser demander. Il y a une petite caricature qui circule en ce moment sur Internet, sur Facebook. C'est le dessin d'un groupe de gens dans un métro et tout le monde pense « Ah, les gens sont individuels, regardez, il y a que moi qui suis bien. » Mais tout le monde pense la même chose. Il suffirait de sourire et de s'adresser la parole pour se rendre compte que finalement tout le monde est très sympathique. Donc ça serait vraiment ça, oser demander de l'aide ou ne serait-ce que oser davantage contacter son prochain. Ça soulagerait bien des maux avant même qu'on ait besoin de thérapie. D'accord. Car effectivement, c'est grâce aux liens et aux échanges que nous évoluons. Et c'est souvent l'inverse d'ailleurs quand on va mal, c'est qu'on a tendance à se couper de ces échanges. Donc encore une fois, une belle occasion de pouvoir avancer dans les relations avec les autres, de se mettre en contact avec eux et de partager finalement ce à quoi on aspire. En tout cas, un grand merci Olivier pour cette contribution à cette émission sur l'hypnose humaniste. Un grand merci aussi à Marie-Hélène Lagier ainsi qu'à Géraldine qui a témoigné dans le cadre de cette émission. Et puis surtout, un grand merci aussi toujours à notre super équipe de cette radio, à savoir Maxime Robin qui était à la technique, ainsi que Isabelle Coupeau qui est responsable de cette nouvelle radio, Univers Gaïa. On a toujours autant de plaisir, Guillaume, de participer à cette émission. On remercie bien sûr toutes les personnes qui nous ont écoutés ce soir. Sachez bien sûr que cette émission est enregistrée et bien sûr sera en podcast sur cette même radio, sur le site. Et puis nous allons la communiquer aussi probablement sur différents supports. Voilà, je rappelle bien sûr que Guillaume, la prochaine fois, nous refaisons une émission avec un nouvel invité dont on vous réserve bien sûr la surprise, puisque chaque troisième lundi du mois, de 21h à 22h30, eh bien nous organisons une nouvelle émission avec un nouvel invité pour ouvrir comme ça le champ à plein d'approches, de conceptions, de développement, en tout cas toujours centré sur le développement personnel. Merci encore. Guillaume, petit mot pour conclure. Ah pardon Paul, j'étais encore connecté à mon soleil intérieur, j'étais en train de rayonner dans tout l'univers qui m'entoure. Je dirais que le château est presque illuminé là à l'heure actuelle. Donc merci beaucoup Olivier pour d'avoir accepté notre invitation et puis d'avoir pu permettre aux auditeurs de découvrir un petit peu plus effectivement cette technique. Nous avons là abordé quelques thèmes autour des blessures, autour de la personnalité. Il faut savoir que donc on aura une prochaine émission, peut-être celle du mois de mai, qui se fera avec François Delivray sur ce thème-là, sur le thème sur ce qu'on appelle le prince crapaud masque. Voilà, donc ça c'est une future émission et ça me donne envie d'approfondir encore un petit peu ce thème. Donc on va essayer de voir quelles sont les personnes qui pourraient intervenir et nous permettre d'approfondir ça. Et puis je remercie bien sûr Maxime, Isabelle et les deux personnes qui ont témoigné. Et puis je dis donc à ces chers auditeurs qui sont restés très attentifs, les oreilles ouvertes à l'écoute de la réalité d'Olivier Leukert. Je les remercie et je leur souhaite une très bonne nuit. Merci. Super, merci Olivier. Très bonne soirée à tous. Merci à tous nos auditeurs. Prenez soin de vous. Très bonne fin de nuit et à tout bientôt. 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 Et à tout bientôt.